alors il y a 3 étapes dans mon parcours professionnel. Je dirais plutôt 3 moments, je préfère le terme moment au terme d'étape. Alors si je commence par le dernier, ça serait de 2000-2002 jusqu'à aujourd'hui où je suis professeur de philosophie de l'éducation à l'Université de Lorraine, dans un département de sciences de l'éducation et de la formation. Et en 2004-2005, avec quelques collègues lorrains et alsaciens, je vais fonder le laboratoire interuniversitaire de sciences de l'éducation et de la communication, le LISEC. Et puis pendant cette période, je vais avoir la grande chance d'enseigner essentiellement en master. Et puis je vais avoir également la grande chance d'être beaucoup invité par des établissements scolaires, par des universités, par des instituts de formation. Et je vais être invité en France, en Belgique, en Suisse, en Grèce, au Japon, au Canada, jusqu'à devenir en 2012 chercheur associé à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Et puis peut-être, prochainement, décision en octobre, peut-être deviendrai-je professeur associé à l'Université Laval à Québecville. Réponse en octobre donc. Et dans une vie antérieure, j'ai été jeune universitaire, ce sont les années 90, du début des années 90 au début des années 2000. J'ai été jeune universitaire, jeune maître de conférence dans un institut universitaire de formation des maîtres et plus précisément à l'IUFM de Lorraine. Voilà. Et dans une vie encore antérieure et qui est déjà très lointaine, j'ai été professeur de philosophie en classe terminale à une époque où les lycéens attendaient beaucoup des professeurs de philosophie. Que va dire le prof sur le désir, sur la mort, sur le travail, sur le temps? Voilà un petit peu les 3 moments de mon parcours professionnel. Et il y a aussi 3 moments dans mon itinéraire intellectuel. Le premier moment, fin des années 80, je commence mon travail de doctorat, jusque le début des années 2000, moment que je vais notamment consacrer à élaborer mon concept de sanction éducative. Mais je vais aussi également travailler sur la question de l'autorité, sur la question de la discipline. Alors je travaille un peu à contre-courant, parce qu'il faut bien voir que dans les années 90, la notion de sanction, la notion d'autorité, la notion de discipline ont un peu pris la poussière. Et ils ont pris la poussière parce qu'on était, je dirais, dans une idéologie binaire. La discipline pose problème, oh, exit la discipline, on va dialoguer, la contrainte, c'est pas beau la contrainte, on va faire des contrats, c'est moderne le contrat, c'est beau. La sanction, mais c'est fasciste cette affaire-là. Oublions, soyons empathiques. Bien sûr qu'il faut être empathique, bien sûr qu'il faut dialoguer, bien sûr qu'il faut contractualiser des activités avec les élèves, mais il faut aussi assumer une autorité qui autorise et puis sanctionner les comportements toxiques, les comportements qui sont inacceptables. Donc, il fallait pour moi repenser la question de la sanction, la question de l'autorité, la question de la discipline à l'heure des droits de l'enfant. Tel était le défi que l'on a mis beaucoup de temps à comprendre, parce que l'on a baigné dans une idéologie binaire de la fin des années 60 à la fin des années 90. Arrêtons de mémoriser, il faut raisonner, apprendre à raisonner. Oui, il faut apprendre à raisonner, mais on ne peut raisonner que si on a mémorisé des données. Arrêtons la culture de l'effort, motivons les élèves. Oui, il faut motiver les élèves, mais bien évidemment, à un moment, l'effort est appelé. Il n'est pas nécessaire d'être un fan d'Emmanuel Lévinas pour comprendre que l'effort nous structure et que l'effort est quelque chose d'important. Dans un second moment, début 2000-2010, je vais essayer de penser l'école. Quel est ce lieu qu'est l'école? Quel est ce lieu singulier qu'est l'école? Où sommes-nous lorsque nous sommes à l'école? Et puis dans un troisième moment, 2011-2012 jusqu'à aujourd'hui, 2011-2012, je rentre à l'Institut universitaire de France. Jusqu'à aujourd'hui, je vais m'intéresser aux questions, à la question de l'éthique et à la question de la déontologie professorale. Et je vais essayer de montrer que l'éthique professorale est une éthique de la présence et qu'on peut trouver 3 lignes de sens dans cette idée de présence. La présence,
C'est d'abord un art d'être présent, présent à soi, aux autres, être en résonance avec le groupe, avec la classe avec lequel on travaille. Disons les choses simplement, c'est être attentif, la présence. Mais ce n'est pas qu'un art d'être présent, c'est aussi un art d'être au présent, d'être hic et nunc, ici et maintenant, dans l'immédiate actualité de ce qui se déploie. Disons là encore les choses plus simplement, la présence, c'est être disponible. Et puis c'est aussi un art du présent, du cadeau, de ce que l'on donne, ses connaissances, son savoir, son expérience. Voilà, c'est une manière d'être, la présence. Mieux, c'est une manière d'habiter la classe, et c'est peut-être ainsi qu'il faut comprendre Emmanuel Lévinas lorsqu'il nous dit dans Totalité infinie, le premier enseignement de l'enseignant, c'est sa présence même d'enseignant. Donc je vais montrer que cette éthique de la présence noue trois vertus. La vertu de justice, la vertu de bienveillance et la vertu de tact. Je fais entrer le tact dans le panthéon des vertus. C'est une petite vertu, discrète, invisible, mais c'est une vertu importante parce que c'est une vertu du quotidien. Donc voilà, 3 moments dans mon parcours professionnel, prof de philo en lycée, puis jeune universitaire dans un IUFM, et puis professeur à l'Université de Lorraine. Et puis 3 moments également dans mon parcours intellectuel. Je revisite dans un premier moment les notions de discipline, de sanction, d'autorité. Dans un second moment, je m'intéresse à la question de l'école. Quel est ce lieu particulier qu'est l'école? Et puis dans un troisième et dernier moment, je m'intéresse aux questions d'éthique et de déontologie professorale. Alors j'ai bien évidemment lu mes aînés, notamment les plus connus, Charlot, Mérieux, Dubé, mais les auteurs qui m'ont inspiré sont essentiellement, exclusivement des philosophes. Voilà, je suis un enfant de la philosophie et il y a beaucoup de philosophes qui m'ont inspiré, mais dans cette galerie d'inspirateurs, je retiendrai 7 noms. Tout d'abord, assurément, le premier, c'est Michel Foucault. Lorsque je fais mon travail de thèse où j'essaye d'écrire une histoire des pratiques punitives de la charnière 16-17e, au moment de la naissance des grands collèges congréganistes, les collèges des jésuites, des oratoriens, des doctrinaires, jusqu'à la naissance de l'école républicaine. Et ce qui m'influence dans la pensée de Rousseau, dans la pensée de Foucault, pardon, c'est la question du pouvoir et le lien qu'il fait entre le pouvoir et le corps, comment le pouvoir cherche toujours à rendre les corps utiles et dociles. Et je vais publier ma thèse, je la termine en 1991. En 1994, le titre est un clin d'œil au maître, éduquer et punir. Donc surveiller et punir, Michel Foucault, éduquer et punir, Éric Prérat. Bon, je ne recommencerai plus, mais à l'époque j'étais jeune, et quand on est jeune, évidemment, on se permet beaucoup de choses. En tout cas, Foucault a été une influence très forte, mais je dirais très brève. Parce que si j'accepte l'ouvrage à l'école de Foucault en 2014, je ne vais pratiquement plus citer Michel Foucault après la publication de ma thèse en 1994. Après Éduquer et punir, mis à part l'ouvrage de 2014, je ne le citerai pratiquement plus. Alors cet ouvrage va connaître un relatif succès parce que le millier d'exemplaires de ce gros pavé de plus de 300 pages, écrit petit, Times 11, cher à l'époque, 160 francs, publié chez un éditeur totalement confidentiel, les Pune Presse universitaire de Nancy, ça ne s'invente pas. Le millier d'exemplaires est parti assez rapidement, et ce que l'on m'a rétorqué de manière forte et unanime, c'est peu ou prou la chose suivante: c'est très savant ce que vous dites, c'est très érudit, on y apprend comment les jésuites punissaient, les oratoriens, les doctrinaires, les frères de l'instruction chrétienne, les lassaliens, comment on punissait chez les Ursulines, comme on punissait dans les petites écoles de l'enseignement mutuel du début du 19e, ou encore dans les petites écoles républicaines naissantes. C'est très savant, c'est très érudit, mais qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on doit faire aujourd'hui? Et ça m'a dévié un peu de ma trajectoire parce que dans ce travail de doctorat, j'avais mis au jour la diversité et la multiplicité des pratiques punitives. Et on peut dire que nos ancêtres ne manquaient pas d'imagination quand il fallait sanctionner et punir leurs enfants ou leurs élèves.
Et donc, j'avais mis au jour la diversité, la multiplicité de ces pratiques. Et quand on met au jour le multiple, il y a cette propension de l'esprit à vouloir subsumer le multiple sous quelques grandes catégories. Et j'ai trouvé 4 formes punitives qui subsumaient la diversité des pratiques que j'avais mis au jour, que j'ai appelées la punition-expiation, la punition signe, la punition exercice et la punition bannissement. Pour dire les choses plus simplement, la punition expiation, faire mal, infliger une douleur. La punition signe, humilier, faire honte, le bonnet d'âne. La punition exercice, mettre au travail. La punition bannissement, évincer, écarter. Et je m'apprêtais dans un deuxième moment à montrer que toute société, quand elle a à punir, use d'une de ces 4 grandes formes punitives. Faire mal, faire honte, mettre au travail ou évincer. Quand on m'a dit ce qu'on m'a dit, c'est très savant votre histoire, mais qu'est-ce que l'on doit faire aujourd'hui? Et je me suis dit que je devais l'entendre et que je devais répondre à cette question. Et mon intuition immédiate a été qu'il fallait sortir d'un piège, punir, ne pas punir, pour ouvrir une troisième voie, l'idée de sanction éducative. Et Kant va être le grand philosophe qui va m'inspirer dans ce second moment. Kant, qui est un philosophe des Lumières, qui est un homme du XVIIIe siècle, qui est un grand philosophe allemand. Alors, évidemment, le projet philosophique de Kant, c'est un monument qui est scandé par ces 3 critiques et 3 grandes questions. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Et que m'est-il permis d'espérer? Et Kant dit, si je réponds à ces 3 questions-là, que puis-je savoir, que dois-je faire et que m'est-il permis d'espérer, je répondrai à la question « Qu'est-ce que l'homme ?» Mais n'oublions pas que Kant, dans les années 1770, à l'université de Königsberg, là où il va enseigner toute sa vie, il va faire un cours sur l'éducation, qu'il reprendra à plusieurs reprises et qui sera publié en 1803, une année avant que Kant ne décède. Et Kant dit en substance ceci, « Éduquer, c'est rendre libre. Éduquer, c'est libérer, mais je ne peux pas rendre libre si je ne me sers pas de temps à autre de la contrainte. » Toute la difficulté, tout le sel de la tâche éducative est dans ce paradoxe, libérer en se servant de la contrainte. Kant réconcilie contrainte et liberté. Je vais pour ma part essayer de réconcilier sanction et éducation, en montrant que la sanction n'est pas vouée à être une tache noire, un trou, une parenthèse dans le processus éducatif, mais qu'elle peut devenir un moment éducatif, un moment positif, moyennant un certain nombre de conditions. Et puis, quand je vais m'atteler ensuite à la question de qu'est-ce que l'école, où sommes-nous lorsque nous sommes dans ce lieu singulier, dans ce lieu original, il y a 2 philosophes qui vont m'inspirer, c'est le philosophe Alain et Hannah Arendt. Et ils vont me permettre de montrer que l'école est ce lieu singulier, ce lieu original qui a 4 propriétés. La première propriété, c'est que c'est un lieu spécifique de transmission, l'école. Et si on doit insister sur un mot, c'est sur le petit adjectif spécifique. Parce qu'évidemment, il y a d'autres lieux de transmission que l'école. La famille est un lieu de transmission. La rue est un lieu de transmission. Le monde du travail est un lieu de transmission. Mais l'école est un lieu spécifique de transmission parce qu'il y a des professeurs, des élèves, des enseignants, des enseignés. C'est un lieu bicolore. Et ce qui va être transmis à l'école est consigné dans des programmes, dans des textes, dans des curricula. À l'école, la transmission prend un caractère méthodique. Et la deuxième propriété, c'est que l'école est un lieu intermédiaire. Elle est entre l'espace domestique, la maison, la domus, le monde du travail, de la production des biens et des services, et le monde du débat public et politique. Et elle est entre, et en même temps, elle relie, elle organise le passage de l'espace domestique vers le monde du travail et vers le monde du débat public et politique. C'est ce que dit très joliment Hegel lorsqu'il dit que l'école organise le passage du monde affectif vers les mondes effectifs. La troisième propriété de l'école, c'est que c'est un lieu d'exercice. C'est un lieu où l'on s'entraîne, où l'on s'exerce. C'est un lieu propédeutique. C'est un lieu où l'on se prépare et on se prépare à entrer dans le monde. Et la quatrième caractéristique de l'école, la quatrième propriété, c'est que c'est un lieu hospitalier qui est ouvert à toutes et à tous, aux riches, aux pauvres, aux noirs, aux blancs, aux tordus, aux droits, aux malades, aux saints. Voilà les 4 propriétés qui définissent l'école. Et quand je vais me pencher sur la question de l'éthique et de la déontologie professorale, 2 philosophes, là encore, vont profondément m'inspirer, Emmanuel Lévinas et Ruven Augien.
Juste un petit mot sur Ruvén-Augien. J'ai eu la chance et l'honneur de travailler à plusieurs reprises avec Ruvén-Augien, qui était un homme, un philosophe d'une grande érudition, grand connaisseur de la philosophie anglo-saxonne, qui était un homme d'une grande humilité, mais il n'y a que les érudits qui sont d'une grande humilité, ceux qui ne connaissent pas grand-chose sont souvent des arrogants, et c'était quelqu'un qui était d'un tact infini. Et je m'en rappelle vraiment comme si c'était hier. On était en 2017, tout début mai, j'étais en train de relire les épreuves de mon petit livre Éduquer avec tact, et j'apprends le décès de Ruvén. Je savais qu'il souffrait depuis plusieurs années d'un cancer du pancréas, mais cela a été un choc terrible. Et donc je vais lui dédicacer mon petit livre Éduquer avec tact, mais je dois dire que Ruvén me manque beaucoup. Et je dois dire que dans une vie universitaire, il y a bien des gens qu'on n'aurait pas aimé rencontrer. Et puis, il y a quelques personnes qui, par leur érudition, leur intelligence, mais aussi leur personne, vous interpellent, vous marquent, vous influencent. Il y a des présences qui comptent et des présences qui ne s'absentent jamais. Et Ruvén, à l'évidence, fait partie de ces présences qui ne s'absenteront pas pour moi. Et le dernier philosophe, et j'en dirai quelques mots plus tard, c'est Nicolas de Condorcet, le père de notre école républicaine. Alors je mentionnerai 3 points, et dans ma vie intellectuelle, universitaire, j'ai beaucoup écrit, j'ai publié une vingtaine d'ouvrages, plus d'une centaine d'articles. J'ai écrit sur des thèmes assez différents. Je ne suis pas resté centré sur le même thème, même si je suis identifié comme celui qui a repensé la question de la sanction. Mais pour citer quelques titres, la sanction en éducation, quelques-uns de mes titres, Éduquer avec tact, Propos sur l'enseignement, la morale du professeur à l'école de Foucault, l'autorité éducative, de la déontologie enseignante, la médiation, question de discipline à l'école. Peut-être que l'École des Lumières brille toujours et peut-être mon dernier ouvrage. Je ne sais pas encore, mais il est possible, il est probable que ce soit mon dernier ouvrage. Le deuxième point que je voulais noter, c'est que je voulais faire retour sur l'école républicaine, sur la naissance de l'école républicaine, sur ce projet-là, et sur celui qui en est le père, qui est un auteur peu cité, qui est un auteur souvent oublié, à commencer par moi. Et donc cet ouvrage, c'était aussi réparer un oubli. Et puis enfin, le troisième point, j'ai essayé de présenter cet ouvrage, tout au moins la dernière partie, comme une contribution au débat public, en essayant de présenter les défis que l'école républicaine aujourd'hui doit affronter, en essayant d'éviter 2 écueils, le ton polémiste et puis le ton catastrophiste. Voilà, essayer de parler calmement et sereinement des défis que notre école va devoir relever. Je voulais parler de Condorcet et je voulais parler des grands défis que notre école va devoir relever. Je voulais déjà parler de Condorcet, qui est le père de l'école républicaine. Alors, en parler après bien d'autres, je ne vais pas dire, je vais redire, car Elisabeth Badinter en a parlé, Catherine Kinsler en a parlé, Charles Coutel en a parlé, donc sans doute bien mieux que moi. Je fais en tout cas référence à l'ouvrage de Nicolas de Condorcet, qui sont les 5 mémoires sur l'instruction publique. Et dans cet ouvrage, qu'il publie en 1791, nous y trouvons les 5 principes qui sont porteurs et constitutifs de l'école républicaine. Donc une école qui doit être hospitalière, c'est-à-dire ouverte à toutes et à tous, aux garçons et aux filles, pour y apprendre exactement les mêmes choses. Une école qui doit être gratuite, elle ne doit pas seulement être ouverte, mais elle doit être accessible. Une école qui doit être laïque, même si le mot n'est pas employé, parce que le mot n'existe pas encore à l'époque. En tout cas, l'école n'est pas là pour enseigner des religions, c'est une tâche familiale. Et puis une école qui doit être aussi une école mixte, c'est un principe totalement inédit et totalement inaudible à l'époque, que l'école puisse être mixte en 1791. Et je renvoie à ce que pouvait dire l'Église 120 ans après l'ouvrage de Condorcet, dans une lettre pastorale de 1909,
du 14 septembre 1909, donc lettre écrite par les cardinaux, les archevêques et les évêques. Ces écoles mixtes où l'on pratique le mélange des enfants des deux sexes est un système d'éducation contraire à la morale et tout à fait indigne d'un peuple civilisé. Or, nous savons aujourd'hui que c'est précisément cette éducation séparée qui fait naître les fantasmes et les idées perverses sur l'autre sexe. Et que si l'on veut apprendre à vivre ensemble, il faut commencer le plus tôt possible. Donc une école hospitalière ouverte à toutes et à tous, une école gratuite, une école laïque, une école mixte, mais aussi une école juste. Et Condorcet décline la justice sous trois formes. Sous la forme de l'égalité, offrir des professeurs d'égale compétence sur l'ensemble du territoire. Il décline la justice en termes d'équité, offrir aux élèves qui sont le plus loin de l'école et en difficulté plus de choses, et aussi offrir un socle commun de connaissances. Pour celles et ceux qui feront le minimum d'école, elles doivent en savoir assez pour vivre de manière indépendante et autonome. C'est sa théorie des savoirs élémentaires. Mais je ne voulais pas seulement dire que Condorcet est le père de l'école républicaine, je voulais aussi, au-delà du mathématicien, du philosophe qu'il a été, dire quel a été cet homme-là. Cet homme qui est arrêté le 27 mars 1794 à Clamart, qui va être incarcéré à Bourg de l'Égalité, et 2 jours après, son geôlier, Antoine Chevenu, ouvre la porte de la geôle, et Condorcet est face contre terre, les bras le long du corps, il est mort, on est le 29 mars 1794. Voilà, Condorcet a 50 ans. Et il y a dans cette mort quelque chose qui est de l'ordre d'un parricide. La Révolution a tué indirectement un de ses plus illustres, un de ses plus respectueux, un de ses plus brillants inspirateurs. Homme qui va militer contre la peine de mort. Il est pour qu'il y ait un procès de Louis XVI qui s'est évadé et qui va être arrêté à Varennes, mais il va voter contre l'exécution de Louis XVI. Homme qui va défendre les minorités opprimées dans la France de l'époque, les minorités juives et protestantes. Homme qui va militer pour l'abolition de l'esclavage et qui va être le premier président de la Société des Amis des Noirs. Et homme qui va défendre l'idée, c'est sans doute le premier philosophe féministe, le droit de vote des femmes en 1788. Donc là, on a un homme qui dit que l'école doit être ouverte aux garçons et aux filles pour y apprendre les mêmes choses, pour qu'elles deviennent toutes deux des citoyens, citoyennes, et qu'elles puissent avoir le droit de vote. Je ne te dis pas, mon cher Laurent, ce que le grand Kant pouvait penser des femmes, tout grand Kant qu'il est, ce que Voltaire pouvait penser des femmes, ou Rousseau, qui nous dit que les femmes sont des boniches et qu'elles sont là au service des hommes pour leur plaire et pour les servir. Voilà, homme qui va passer les 9 derniers mois de sa vie à se cacher et à écrire. Il y a un décret d'arrestation contre lui, c'est la Convention, et une fois qu'il serait arrêté, il serait exécuté sans la moindre forme de procès. Donc il va se cacher, il va écrire, et ces 2 derniers écrits vont être des recommandations morales à l'adresse de sa fille, Elisa, qui va bientôt avoir 4 ans, et un livre, Comment apprendre à compter et à calculer aisément, qu'il adresse à tous les petits écoliers de France. C'est véritablement tout un symbole. Donc voilà, je voulais dire tout ça déjà de Condorcet, dire qu'il était le père de l'école républicaine, mais qu'il était aussi un homme extraordinairement visionnaire et un homme, voilà, quand on le lit, on a l'impression de lire un contemporain. Et puis évidemment, je voulais parler des grands défis que l'école républicaine, 240 ans après ce texte de Condorcet, auquel elle doit répondre. Et j'ai identifié 5 défis, mais si mon éditrice me demandait de mettre à jour mon ouvrage, j'en ajouterai un 6e
que j'ai peut-être oublié, qui est le défi du recrutement, la crise de la vocation. On ne veut plus devenir professeur dans notre société. Et je distingue alors deux grands types de défis, les défis que j'appelle structurels et les défis dits nouveaux. Les défis structurels, ce sont les défis qui sont liés au projet de l'école républicaine, qui s'est voulu, avec Condorcet, une école ouverte à toutes et à tous, une école juste et une école efficace dans l'art d'enseigner et d'instruire ses enfants et ses élèves. D'où trois défis structurels qui sont les défis d'hier, mais qui sont les défis d'aujourd'hui et qui seront sans aucun doute les défis de demain. Comment rendre notre école plus hospitalière? Comment la rendre plus juste? Et comment la rendre plus efficace? Et à ces défis structurels, s'ajoutent non pas deux nouveaux défis, comme je le dis dans mon petit livre jaune, mais trois nouveaux défis. Le défi de la post-vérité, voilà ce premier défi. Donc ce sont des défis qui sont apparus il y a 2, 3, 4 décennies, ces nouveaux défis-là. Donc le défi de la post-vérité sont les fake news, les théories complotistes, tous ces bullshit, ces conneries, comme dit l'autre, qui circulent sur les réseaux sociaux et qui sont une véritable menace pour une institution qui est là pour transmettre des connaissances et des savoirs. Le deuxième défi nouveau, c'est le défi du vivant ou défi écologique. Nous vivons des crises climatiques qui se répètent, alors il n'appartient pas seulement à l'école de répondre à ce défi écologique, mais l'école doit y prendre sa part. Et puis un défi dont j'aurais dû parler, qui est le défi du recrutement, la crise de la vocation. Voilà, j'ai essayé à chaque fois de présenter ces défis, mais aussi d'avancer quelques réponses organisationnelles, pédagogiques. Il ne m'appartient pas à moi seul de répondre à ces immenses défis, mais je ne souhaitais pas m'en tenir seulement à une question de description des défis, mais aussi à apporter quelques perspectives. Peut-être deux points. Le premier serait assurément dans les instituts de formation de parler un peu plus de Condorcet. Quand j'étais à l'IUFM, on ne parlait pas de Condorcet, dans les écoles normales non plus. On ne parlait que de Rousseau, 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 Rousseau. Et pourtant, Rousseau est un philosophe qui ne pense pas l'école, rien que ça. Il écrit en 1762 Émile ou de l'éducation, son traité sur l'apprentissage et sur l'éducation. Il écrit la même année du contrat social, sa théorie politique. Il ne pense pas à l'institution qui va articuler éducation et politique. Voilà. Émile et son précepteur Jean-Jacques dialoguent en terrain vague, loin des noires mœurs de la ville. C'est à peu de choses près la seule chose qui nous est dite dans le livre 1. Donc finalement, Rousseau n'a qu'une seule chose à nous proposer, c'est l'éducation préceptorale. Le précepteur, le disciple, le précepteur et l'élève. Donc rendons à Rousseau ce qui appartient à Rousseau et rendons à Condorcet ce qui appartient à Condorcet. Et puis le deuxième point que je voulais souligner, je pense que l'on ne peut entrer dans les mêmes réponses aux problèmes qui se posent aujourd'hui que si nous rentrons dans les mêmes constats, que si nous rentrons dans les mêmes questions. On ne peut entrer dans les mêmes réponses que si on entre déjà et d'abord dans les mêmes questions. Et donc, est-ce que l'on est d'accord sur ces 6 défis que notre école va devoir relever? Avant que l'on puisse faire des propositions, il faudrait qu'on soit d'accord sur le diagnostic. Peut-être pour dire quelques mots sur le défi dont je n'ai pas parlé dans mon livre, donc le défi du recrutement, qui est apparu il y a 3 décennies et qui se manifeste de manière vive depuis quelques années. Peut-être 6 éléments pour qu'on prenne la mesure de ce défi-là. 2600 postes d'enseignants n'ont pas été pourvus en 2025 par l'éducation nationale. Donc l'éducation nationale, pour ce qui est premier et second degré, c'est à peu près 30 000 enseignants à recruter dans l'enseignement public, elle n'a pas pu recruter l'intégralité de ces candidats, de ces postes mis au concours, et cela pour la 15e année consécutive. Deuxième élément pour qu'on comprenne, on a du mal à recruter, mais s'il vaut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a beaucoup moins de candidats. Si on prend les concours, les 5 concours du secondaire, CAPES, agrégation, CAPEPS, CAPET et CAPLP, il y avait à la fin des années 90, 108 000 candidats. Aujourd'hui, il y en a moins de 29 000 candidats pour ces 5 concours. C'est-à-dire que les candidats ont rétréci de 3/4. Et il en est de même pour le premier degré, qui suit la même pente, avec un rétrécissement du nombre de candidats très fort entre 2003 et 2011.
Troisième élément, si on regarde le secondaire, nous savons les disciplines qui sont en tension. Prof de lettres classiques, prof d'allemand, prof de maths, prof de lettres modernes. Je résume, français-maths. On a du mal à recruter des professeurs de lettres et des professeurs de maths. Le quatrième élément aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que la difficulté à recruter affecte la qualité de l'enseignement dispensé. Pour deux raisons. La première, parce qu'on va avoir recours à des enseignants contractuels qui n'ont jamais été formés pour enseigner des élèves. Et donc, aujourd'hui, dans le secondaire, sur 10 professeurs, 1 est contractuel. La deuxième explication, pourquoi ça affecte le niveau d'enseignement, c'est que les professeurs recrutés par concours le sont dans des conditions telles que la garantie de leurs compétences n'est plus assurée. La direction générale de l'enseignement scolaire du ministère nous dit que pour un poste, il faut 4 candidats. À juste titre, me semble-t-il. Aujourd'hui, dans le secondaire, il y a 2 candidats pour un poste. Et encore, je parle de moyenne générale, parce que dans certaines disciplines, il y a moins de candidats que de postes. Si je prends le premier degré, il y a 2,2 candidats pour un poste. En général, parce que dans certaines académies, Créteil, Versailles, il y a moins de candidats que de postes. Le cinquième élément, c'est les démissions et les ruptures conventionnelles, qui sont encore très marginales, mais qui ne cessent d'augmenter. Et c'est intéressant de voir que ce sont souvent de jeunes professeurs des écoles qui découvrent un métier qui ne correspond pas du tout à celui qu'on leur a vendu, à celui qu'on leur a fait, qu'on leur a expliqué en formation. Et puis le dernier élément pour prendre la mesure de cette importance, c'est que dans 10 ans, 1/3 des enseignants vont partir en retraite. Il y a privé-public 850 000 enseignants, 852 000, 1/3 partent en retraite dans 10 ans. Donc c'est un défi majeur parce qu'il n'y a pas d'école sans professeurs. Et j'avance 5 éléments d'explication pour tenter de comprendre cette crise de la vocation, pourquoi on ne veut plus devenir professeur. La première, c'est le salaire. On est mal payé en France. Les enseignants sont très mal payés en France. La deuxième raison, c'est la reconnaissance. S'il y a 5, 6, 7 décennies, on était très mal payé quand on était professeur ou quand on était instituteur, on était quelqu'un il y a 6-7 décennies. On était un professeur, on était un instituteur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et d'ailleurs les enseignants sont 4% à dire qu'ils exercent une profession valorisée. Voilà. Troisième élément d'explication, les conditions de travail. Les publics sont devenus plus difficiles, les élèves. Les classes sont plus hétérogènes. Les élèves ont des comportements parfois difficiles. Donc là aussi, c'est un élément qui joue. Et puis, il y a 2 autres éléments qui, à mon sens, expliquent cette crise de la vocation. La quatrième raison, c'est les réformes incessantes. Voilà. Pour parler, Hannah Arendt ne parle pas comme ça, mais c'est ce qu'elle dit dans La crise de la culture. Une de ses critiques qu'elle adresse à l'école américaine, c'est de dire on va trop vite en besogne. C'est-à-dire qu'on enchaîne des réformes sans savoir si elles sont pertinentes, si elles sont adaptées. Je crois que nous aussi, nous allons trop vite en besogne. Et puis le 5e et dernier élément qui pourrait expliquer cette crise de la vocation, je fais référence ici à un rapport, à une enquête qui est sortie au Québec en 2005, une très grande enquête qui est liée à la pénurie de professeurs. Cette enquête se termine par des recommandations. Et il y a cette recommandation qui est faite, je la lis, il faut renforcer l'arrimage théorie-pratique en appuyant notamment la formation sur une meilleure compréhension des réalités de la pratique enseignante. Il faut renforcer l'arrimage théorie-pratique en appuyant notamment la formation sur une meilleure compréhension des réalités de la pratique enseignante. Il me semble que la formation des enseignants en France est aussi partiellement déconnectée de la réalité du métier. Voilà les 5 éléments d'explication que j'avance. Le salaire, la reconnaissance, des publics plus difficiles, des réformes incessantes et une formation qui me semble partiellement déconnectée aujourd'hui de la réalité du métier.